Jeanne Weber est sûrement l'une des grandes criminelles françaises les plus troublantes. Ses crimes n'ont jamais eu de mobile. Jusqu'au bout, son avocat, maître Henri Robert, prétendra être convaincu de l'innocence de sa cliente. On lui attribue pas moins de 10 crimes, 10 enfants assassinés, parmi lesquels ses propres enfants. Seul le dernier de ces crimes a pu être prouvé, mais il a été commis de manière particulière et nombreux sera l'opinion publique pensant que cette femme a sombré dans la folie suite à un harcèlement judiciaire. Cependant, Jeanne Weber est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes tueuses en série françaises. Jeanne Weber, Jeanne Moulinet de son nom de jeune fille, est née en 1874 en Bretagne, à Quéripi, à Paimpol. Elle a une jeunesse des plus classiques et à 14 ans, avec sa famille, il quitte la Bretagne pour aller s'installer à Paris. Quelques années plus tard, elle va rencontrer Jean Weber, un camionneur, un homme solide, un gaillard. Elle va l'épouser en 1895 à l'aube de ses 21 ans, âge de la majorité matrimoniale de l'époque. Immédiatement, ils s'installent ensemble à Paris, 38 rue Pujol, dans le quartier de la Goutte d'Or. Nous sommes au cœur du 18e arrondissement et elle est connue dans son quartier Jeanne, connue pour l'affection portée aux enfants, pour sa gentillesse, sa douceur avec ces derniers, et de nombreuses mères lui confient leurs enfants à garder. Par contre, étrangement, pendant les 10 années suivantes, elle n'aura que peu de relations avec sa belle-famille, belle-sœur, beau-frère, demeurant pourtant dans le même quartier à quelques portes de chez elle. Elle a 3 enfants issus de cet heureux mariage. Marcel, un garçon, un garçonnet comme on disait à l'époque, Alexandre, son deuxième fils, et sa fille Lucie, qui décédera quelques heures après sa naissance, malgré un accouchement sans complications, une petite en bonne santé. On fait venir le médecin, n'oublions pas qu'à l'époque, les femmes accouchent à la maison, et le médecin trouve une mère en pleurs, en larmes, aux côtés de son enfant décédé. Il accorde sans aucune difficulté le permis d'inhumer. À peine la petite Lucie enterrée que leur second garçon, Alexandre, décède. 2 enfants de la même famille qui décèdent à quelques jours d'intervalle, ça n'alerte personne à l'époque. Le médecin, au vu de l'enfant, qui a un corps violacé, les yeux légèrement exorbités, déclare une mort naturelle par étouffement, mais note tout de même ce détail sur son rapport. Un détail, un simple détail. Corps violacé, yeux exorbités. Il accorde alors le permis d'inhumer. Nous sommes en 1902. Début 1905, même pas 3 ans après. Le petit Marcel décède subitement. On fait venir le médecin, corps violacé, yeux exorbités. Il était malade, le petit, demande le médecin. Oui, il toussait beaucoup. Il faisait du bruit quand il respirait, le petiot. Puis il crachait aussi. Des glaires, répond la mère. Et le médecin conclut à un décès par étouffement dû à la maladie du croup. Le terme est certainement désuet aujourd'hui, je ne veux pas vous perdre, mais on peut avancer sans entrer dans trop de détails techniques que le croup est une infection des voies respiratoires visible surtout chez les enfants de moins de 6 ans et il est caractérisé par une toux grasse. Permis d'inhumer accordé? Aucun doute possible.
Rappelons qu'au début 1900, à défaut de traces visuelles apparentes sur un corps, ils avaient quand même peu de moyens pour évaluer la probabilité d'homicide sur un être humain. C'est uniquement à l'arrestation de la mère que certains souvenirs remontent à la surface, rendant suspect la mort de ses enfants. Cependant, aucune enquête ne sera réouverte pour le décès de ses 3 enfants. Jamais. Les jours suivant la mort de Marcel, Jeanne commence à se rapprocher de sa belle famille et cela paraît normal. Elle rend beaucoup visite aux époux Pierre Weber et le 2 mars 1905, elle vient déjeuner chez Pierre et Marie Weber. Ils ont 2 enfants charmants, Georgette et Suzanne. Après le repas, monsieur Pierre Weber retourne au travail et madame Marie Weber, elle, fait la vaisselle puis dit à sa belle-sœur qu'elle doit laver le linge. Pour laver le linge, à l'époque, on se rend au lavoir. Bien entendu, on n'a pas de machine à laver. Jeanne, toujours prête à rendre service, propose de garder la jeune Georgette. Georgette est alors âgée de 18 mois. 30 minutes avant qu'un jeune garçon arrive en hurlant à la mère que la petite va mal. La mère accourt et trouve sa fille suffocante, les yeux révulsés, la langue sortant de la bouche, l'écume au coin des lèvres. Jeanne Weber, elle, tient toujours l'enfant sur ses genoux. Elle l'enlace étroitement, une main passée sous les vêtements de la petite. Jeanne regarde alors la mère sans inquiétude et lui dit le plus naturellement du monde « C'est passager, ce n'est qu'un petit malaise, je m'en occupe, laisse-moi seule avec la petite. Le fait de te voir ne fait qu'aggraver la situation. Ne t'inquiète pas, je te dis. » Marie, en mère inquiète, reprend sa fille et aussitôt, la petite se met à respirer librement. « Qu'est-ce que je te disais ?» lui dit Jeanne Weber. « Ce n'était qu'un simple malaise. Allez, retourne au lavoir, je m'en occupe, te dis-je. » Marie retourne donc au lavoir et quand elle revient du lavoir, Georgette est morte. On appelle le médecin de l'état civil, celui-ci se rend sur les lieux, il constate le décès et ne voit rien de suspect. Permis d'inhumer accordé. Mais vous n'allez pas le croire, aucun soupçon non plus du côté des parents de Georgette. 9 jours plus tard, il l'accueille à bras ouverts, la Jeanne Weber. Elle vient, en tout bien, tout honneur, avec sa belle famille, pleurer sur la petite disparue, prendre des nouvelles de son autre nièce, Suzanne. Elle est bien là, la petite Suzanne. Elle joue, elle est bien portante. Malgré le malheur les ayant frappés quelques jours auparavant, la vie doit continuer. Le père se rend au travail et la mère doit sortir faire quelques courses. Pas d'inquiétude, Tata Jeanne est là, disponible, dévouée, aimante de sa petite nièce de 3 ans. Elle va garder Suzanne, une enfant qui, de par son caractère, est déjà sage. Moins d'1 heure après, Jeanne fait appeler Pierre, le père de Suzanne, au travail. « La petite Suzanne ne va pas bien, venez vite !» Il rentre alors chez lui le plus vite possible et il trouve Suzanne, allongée sur son lit, les membres contractés, les dents serrées, le visage congestionné, mais vivante. Sa tante est penchée sur elle, elle paraît lui donner des soins. « Marie m'a dit que ce matin vous lui avez fait prendre du sirop d'éther, dit Jeanne au père. Le père confirme, oui, elle a bien eu du sirop d'éther. Et il donne un vomitif à sa fille. Jeanne dira alors, j'espère que ça ne va pas la tuer. L'enfant vomit et est aussitôt soulagé. Ce n'était finalement rien. On est en droit de s'inquiéter pour son enfant, surtout quand quelques jours avant, on en a perdu un. Les temps sont durs pour ce père qui travaille dans un petit atelier et il doit retourner au travail s'il veut gagner de l'argent. L'époque est sans pitié. Tu n'es pas là, tu n'as pas de salaire. Il indique à Jeanne qu'il passera prendre la mère à son retour du travail. Peut-elle garder la petite en attendant? Bien sûr. Jeanne s'en fera un plaisir. La journée se termine, le père récupère la mère et ils arrivent ensemble à leur domicile. Une vision de cauchemar les attend. Suzanne est morte. On appelle le médecin une nouvelle fois, le docteur Frankel, qui juge, cette fois-ci,
la mort suspecte. Il refuse le permis d'inhumer. Le commissaire de police est prévenu, il ouvre une enquête et tout naturellement demande à la médecine légale d'effectuer une autopsie. La perte de 2 enfants dans un laps de temps si court choquerait n'importe quel être humain. Le père se renferme sur lui-même. Il ne dit rien. La mère, elle, a des soupçons. Elle expulse la tante si dévouée et Jeanne lui répond simplement « La douleur t'égare, je te pardonne ». 25 mars 1905, seulement 11 jours après le décès de la petite Suzanne, Jeanne se rend chez sa belle-sœur, son autre belle-sœur, qui, rappelons-le, est voisine de quelques pâtés de maison, l'épouse de Léon, Blanche. Blanche ouvre sa porte et est surprise de voir Jeanne. Elle l'invite à entrer. Il faut dire que les 2 femmes se connaissent peu puisqu'elles ne se fréquentent pas, bien qu'elles soient voisines. Jeanne entame la discussion sur le malheur qui frappe la famille Weber. Une famille endeuillée de 5 enfants, oui 5. D'abord les 3 enfants de Jeanne, puis les 2 de Marie. Et Blanche sent toute la souffrance de cette femme à travers ses mots. L'heure tourne, Jeanne est présente, elle l'invite donc naturellement à déjeuner avec eux. Blanche est touchée par le désarroi de cette femme, par Jeanne qui pleure, par Jeanne qui n'a plus d'enfants, par Jeanne qui regarde sa petite Germaine avec tant de tendresse, qui la touche avec une telle douceur. Elle aimerait tant pouvoir l'aider. Alors elle se décide, Blanche. Elle lui dit « J'ai une petite course à faire. Tu me garderais pas, Germaine, pendant quelques minutes ?» Le regard de Jeanne s'illumine. « Merci, » lui dit-elle. Il est bon de rappeler qu'à l'époque, les appartements sont très vétustes et que souvent les cloisons internes sont des cloisons de bois. Ce type d'appartement est plutôt réservé aux pauvres. Et à l'époque, les familles vivent les unes à côté des autres quand c'est possible. Germaine ne va pas bien, elle râle. Et les voisins l'entendent. Les voisins qui ne sont autres que les grands-parents de Germaine. Ils entendent les cris, les râles de la petite. La grand-mère accourt. Le grand-père, qui lui dormait, entend le bruit de la porte, les cris, ça le réveille, il se décide à les rejoindre instantanément. Elle ne frappe pas la porte de la grand-mère, non, non, elle pousse la porte si violemment que le loquet saute. Et là, elle trouve l'enfant, Germaine, sur les genoux de Jeanne, qu'elle n'a jamais vue. Jeanne la tient étroitement serrée, une de ses mains sous le vêtement de l'enfant, sur la poitrine. La grand-mère essaye de saisir l'enfant, mais la tante est réactive. Elle se pousse. « Laissez donc, lui dit Jeanne, je presse le cœur pour empêcher les nerfs de se nouer autour. » Le grand-père entre dans la pièce et il intervient en menaçant de gifler la tante pour libérer sa petite fille. Jeanne Weber s'exécute. Elle donne l'enfant à sa grand-mère. La petite est hors de danger. La tante s'en va, d'elle-même, sans rien dire. Après tout, on n'a plus besoin d'elle. Le lendemain, 26 mars 1905, elle reviendra à plusieurs reprises, la Jeanne. Elle reviendra rendre une petite visite à la famille. « Comment va la petite ? Tu n'aurais pas du kir ? J'ai besoin d'un siphon. Est-ce qu'il te resterait un petit bout de fromage ? » Et ce, toute la journée. Les nombreuses visites agacent un petit peu Blanche, mais après tout, elle est tellement malheureuse, la tante Jeanne. Et c'est au cours de l'une de ces visites que l'impensable se produit. Est-ce qu'on peut parler d'imprudence lorsqu'on laisse rentrer un membre de sa famille dans sa maison ? C'est la question qu'a posée la presse, le Petit Journal, le 29 janvier 1906, jour du démarrage du procès de Jeanne Weber. Le monstre a réussi à s'isoler quelques instants avec l'enfant. C'était le 26 mars 1905, 12 jours que Suzanne était morte, 24 jours que Georgette avait disparu. Mais une fois de plus, personne ne mettra Jeanne en cause. Jeanne est une assoiffée de mort. Les deuils marquent ses passages. Mais elle continue ses visites. Elle laisse paraître un coup du sort, un acharnement du destin. Elle qui est si douce, si serviable. Puis, plus de nouvelles de la Jeanne. Plus de nouvelles jusqu'au 4 août 1905. Date à laquelle les 2 belles-sœurs reçoivent un télégramme où Jeanne les invite chez elle. La femme de Léon, Blanche,
est venue avec son bébé, un petit garçon prénommé Maurice, si petit, si beau, si fragile. Promets-moi de ne pas laisser Maurice seul avec Jeanne, supplie Marie, la femme de Pierre, à sa belle-sœur Blanche. Blanche semble hésitante, mais elle promet. Après le repas, Marie s'absente et va acheter un voile pour l'enfant de Blanche. Blanche, Jeanne et son bébé restent donc seuls, puis, au bout d'un moment, Jeanne est prise d'un soudain mal de dents horrible. Elle supplie Blanche d'aller lui acheter du baume tranquille. « Je t'en prie, va m'acheter du baume, j'ai trop mal aux dents, je ne peux pas bouger, je ne peux pas marcher, j'ai trop mal dès que je fais le moindre mouvement. » Et, même aujourd'hui, on se demande encore pourquoi elle cède. Est-ce par naïveté, par stupidité, par manipulation, par faiblesse d'esprit? On ne le saura sans doute jamais. 15 minutes avant qu'elle ne revienne. À son retour, elle aperçoit le petit Maurice, le visage violacé. Il râle, le petit Maurice. Elle pousse violemment la tante, elle prend son bébé, puis elle court vers la pharmacie. Jeanne lui hurle « Mais laisse, ce n'est rien, laisse !» À la pharmacie, on fait venir le médecin, le docteur Mouk. Il ausculte très rapidement l'enfant et rédige simplement une ordonnance. Blanche est furieuse. De sa propre initiative, elle transporte son enfant vers l'hôpital de Bretonneau. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, l'enfant a toujours du mal à respirer, l'enfant est toujours violacé, il râle, l'interne qui est présent prend en charge l'enfant et le sauve de justesse. Il place ensuite l'enfant en observation, prévient son chef de service et lui demande de venir ausculter, consulter l'enfant. Rapidement, le diagnostic tombe, tentative de strangulation. Le chef de service avertit les autorités judiciaires, tandis que l'interne lui retourne près de Blanche et lui dit qu'il va falloir porter plainte, du moins qu'il va falloir demander à son mari de porter plainte. Le lendemain du signalement par le docteur Sévestre aux autorités compétentes, la Jeanne est arrêtée. Les frères Weber, quant à eux, mettront 3 jours à porter plainte contre leur belle-sœur. 3 longs jours. Après son interrogatoire, Jeanne sera incarcérée à la prison de Saint-Lazare. Son époux, Jean Weber, ne fera absolument rien pour dédouaner sa femme. Il ne fera rien non plus pour l'accabler. Il va simplement se mettre à boire et puis prendre une petite maîtresse. Pendant ce temps, la machine judiciaire tourne. Jeanne va rester en prison jusqu'à l'ouverture de son procès qui a lieu le 29 janvier 1906. Elle comparaît devant la cour pour 3 homicides de façon identique et une tentative d'homicide en l'espace de 3 semaines pour le tout. En effet, l'accusation appuie qu'à chaque fois on avait vu l'enfant dans ses bras, les traits révulsés, ce qui dénote une agonie rapide et cruelle. Maître Henri Robert sera son avocat à la Jeanne. C'est un avocat célèbre par ses talents d'orateur. Considéré comme l'un des meilleurs avocats d'assises, sa réputation lui vaut le surnom de maître des maîtres du barreau. Aujourd'hui encore, il existe une rue Maître Henri Robert à Paris, à proximité du palais de justice. La maison où il a vécu possède une inscription indiquant sa date de naissance et de décès. C'est dire si l'homme devait être connu pour son professionnalisme et qu'il devait être apprécié et peut-être même en même temps craint des tribunaux. Lors de l'ouverture du procès, les familles viennent accompagnées d'une foule de femmes qui accusent Jeanne Weber d'assassinat, la surnomme l'ogresse de la goutte d'or et la foule devient menaçante. « À mort !» hurle-t-on, « tranchez-lui la tête !» Car oui, à l'époque, Jeanne Weber risque la peine capitale qui se traduit par une décapitation par la guillotine. Alors qui est Jeanne Weber? Est-elle un monstre ou une victime de fatalité? C'est ce qui doit ressortir de ce procès et du verdict du jury. La presse relatera que la table des pièces à conviction présentées est peu chargée. Une caisse qui contient 6 bouteilles remplies d'un liquide que M. Augier, directeur du laboratoire de toxicologie, après l'avoir soumis à l'analyse, a conclu qu'il ne contenait pas de toxique. Résultat négatif. Jeanne Weber entre donc dans le box des accusés à midi précise, horaire d'ouverture de son procès. Et cela cause une espèce de malaise, un silence. On s'attend, on voudrait voir un monstre. Mais celle qui se tient au box des accusés est une femme de petite taille, trapue, de physionomie basique, une tête ronde, des joues épaisses, un nez très fort qui se termine un petit peu en boule, légèrement relevé. Bref,
Une femme peut être laide, mais pas un monstre. De surcroît, elle porte l'événement de deuil comme si elle ne s'était pas remise de ces décès qui l'ont entourée. L'acte d'accusation est lu, elle l'écoute avec une grande attention, sans qu'aucun muscle du visage ne bouge, aucune réaction de sa part. 37 témoins ont été cités et tout le monde imagine des débats longs, un très très long procès. Le conseiller Berthelus, qui n'est autre que le président de la cour d'assises, pose des questions, entre autres. De quoi est mort votre fils Marcel? Je crois que c'était du croup, répond l'accusé en pleurant. On trouve trace, madame, dans les rapports du médecin, d'une mort par suffocation. Oh non, monsieur, répond-elle. Puis le président parle des antécédents de l'accusé. Il les déclare favorables. Que le caractère de l'accusée est doux, qu'elle est travailleuse, bonne ménagère. Puis il demande à Jeanne pourquoi s'est-elle rapprochée de sa belle famille. Ce à quoi elle répond timidement qu'après tout, c'était aussi sa famille. Ses enfants étant décédés et ayant toujours été en bon terme avec Pierre et son épouse, elle s'en était naturellement rapprochée. Le président du tribunal continue. Enfin, admettez qu'il est surprenant de voir survenir en moins de 5 semaines 4 morts étranges dans votre famille. Effet troublant, les pauvres petits qui succombent meurent toujours après être passés dans vos bras. Jeanne Weber sanglote. Mais je n'y suis pour rien. Ils sont morts de maladie. Le président a un doute. Il doute comme tout le monde. Il décide donc de laisser l'accusée se défendre elle-même. Il l'invite donc à faire elle-même le récit des faits. Commençons par la petite Georgette, lui dit-il. Jeanne lui répondit. Georgette était très malade. Elle était atteinte d'une bronchite chronique. Elle s'était fait soigner au dispensaire. J'ai conseillé plusieurs fois à son père de faire venir un médecin, mais il n'avait pas d'argent. J'ai pris souvent les choses en main. Je suis moi-même allé lui chercher du sirop d'éther pour calmer Georgette. Elle rajoute que la petite n'était pas soignée comme elle aurait dû par sa mère. Cette dernière lui enlevait les langes pour ne pas les salir. Et puis, je ne suis jamais resté seul avec Georgette. Pierre, le père, ne nous a jamais quittés ce jour-là. Le président lui fait alors remarquer que ces déclarations ne concordent pas avec celles des témoins. On l'a trouvée seule avec l'enfant, une main appuyée sur sa poitrine. Tout cela est inexact, monsieur le juge. Georgette est morte car elle n'avait plus de souffle. Mais enfin, quand même, pourquoi cette écume aux lèvres? Pourquoi ce visage violacé? Reprend le président. C'est le résultat des convulsions, de l'asphyxie. Je n'y suis pour rien. Puis le tribunal se dirige vers le décès de Suzanne. Jeanne Weber raconte que le matin, elle aurait absorbé trop de sirop d'éther et l'après-midi, elle fut prise d'étouffement. Elle fait appeler le père qui de lui-même décide de lui administrer l'antivomitif. Ensuite, le père repart au travail et le corps de la petite Suzanne se met à enfler. Puis elle succombe. Voilà ce que raconte Jeanne. Puis elle remet en cause, une fois de plus, la mère, prétendant que cette dernière n'est pas venue soigner son enfant. Le président ne sait plus quoi penser. Il appelle à la barre le médecin, celui-même qui avait refusé le premier permis d'inhumer. Le médecin dira « On crut que l'enfant avait eu le cou serré à l'aide d'une cravate, en un mot qu'il avait été étranglé. » Et là, première intervention de l'avocat, maître Henri Robert, qui sent certainement que cette manifestation de vérité pourrait être dangereuse pour sa cliente. Il met en doute la parole du médecin, fait savoir aux jurés qu'ils ne doivent pas avoir l'esprit faussé par des témoins plus ou moins sincères. L'avocat général tente de le faire taire, impossible, le président s'en mêle, il menace de suspendre l'audience, rien n'y fait, l'avocat continue. Il parle, rappelle qu'une enquête a eu lieu par un commissaire de quartier, qu'un médecin légiste fut commis, et pas n'importe lequel, le professeur Toineau, celui-même qui est le professeur de médecine légale à la faculté de Paris, un bonze des autopsies, un maître dans l'art, et que même lui, après examen du cadavre, reconnaît que rien ne lui semble suspect et n'hésite pas à donner le permis d'inhumer. L'audience finit par retrouver son calme. Le président entame les débats sur le troisième décès, Germaine. Jeanne Weber dit « J'avais été appelée le 25 mars par ma belle-sœur, la petite était malade. Je m'y rends, plus pour mon mari que pour moi-même, je les connais très très peu. » Le président la reprend. À la veille, il était vrai, était malade, mais elle était rétablie et se portait comme tous les autres enfants. « Mensonge, répond Jeanne, Germaine était souffrante, c'est pour ça qu'on m'a appelé. » Le président évoque l'intervention de la grand-mère, qui trouve sa petite fille
violacée, les yeux révulsés, et que Jeanne, elle, avait encore une fois la main sur la poitrine de l'enfant. La grand-mère lui en fit même la remarque. Jeanne répond qu'elle ne se souvient pas de cela. Le président lui dit « Vous avez prétendu appuyer sur la poitrine pour empêcher les nerfs de se lier avec le cœur. » Jeanne répéta « Je ne me souviens pas de cela, je vous le répète. » Cela irrite un petit peu le président qui lui dit « Mais tout de même, la grand-mère et le grand-père sont bien d'accord et concordants pour dire que ils ont dû intervenir pour vous forcer à enlever votre main de sur la petite. » Jeanne répond simplement qu'elle n'a exercé aucune pression violente sur la poitrine de l'enfant. On appelle ensuite à la barre le docteur Mouk et celui-ci refuse de déposer. Il se retranche derrière le secret professionnel. L'avocat général insistera sur l'entrevue qui eut lieu à l'hôpital Bretonneau dans l'affaire de la tentative d'assassinat sur le petit Maurice. Le premier rapport, celui de l'interne, dit que le bébé avait une ligne de pointillés au cou et une tache sanguinolente au niveau des yeux. Jeanne Weber clame son innocence, se défend d'avoir commis une telle infamie et l'interrogatoire prend fin. Commence ensuite l'audition des témoins. Et dans les fameux témoins, il y a les parents. Les parents en qui on a du mal à croire. On a du mal à croire en cette naïveté. Comment pouvaient-ils continuer à confier leurs enfants à Jeanne Weber ? Interroge l'avocat. Il appelle Pierre Weber à la barre pour lui poser une seule et unique question. Les maladies de cœur, monsieur Weber, ne sont-elles pas héréditaires dans votre famille ? Pierre est désemparé, mais ne peut que répondre que c'est exact. Puis il rappelle encore une fois à la barre le docteur Mouk. Malgré les sollicitations de l'avocat général, de l'avocat de la défense, du président, le docteur restera enfermé dans son mutisme et ne parlera que d'une simple ordonnance pour affection nerveuse. Le procureur général appelle à la barre celui par qui tout a commencé, l'interne, monsieur Saillant. Mais monsieur Saillant n'est pas là. Il ne s'est pas présenté, le petit interne. Alors on appelle son patron, le docteur Sévestre, chef de service de l'hôpital de Bretonneau, celui qui a prévenu les autorités. Mais d'un coup, il est beaucoup moins affirmatif que dans ses premières déclarations. Il a constaté sur la nuque du petit Maurice une ecchymose, une sorte de marque sanguinolente. Il s'empresse d'ajouter que jamais il n'a employé le mot strangulation, mais le mot constriction, ce qui est bien différent. Il serait impossible de trouver dans son diagnostic un motif d'accusation. Alors pourquoi émet-il tant de réserve ce médecin? Pourquoi un revirement de situation? Parce que dès le départ de son témoignage, il est interrompu par l'avocat de la défense. Et il lui dit quoi, l'avocat? Il lui dit « Prenez garde, docteur, nous aurons dans quelques minutes à votre place le professeur Thoineau, et il vous donnera les preuves irréfutables que l'enfant n'a pas subi d'étranglement. » Il lui précise également que Thoineau s'est fait aider par son confrère Brouardel pour faire l'autopsie. Ce sont deux experts parmi les plus grands experts mondiaux. Ils sont parmi les plus grands. Leur rapport est sans ambiguïté. En l'absence de traces, le décès ne peut qu'être naturel, causé par une maladie dont les symptômes disparaissent rapidement. Que peut-il faire, ce pauvre chef de service, contre ces deux experts reconnus mondialement? L'avocat continue et avec son habileté extraordinaire, il lamine les témoins, il détruit les accusations, il demande l'acquittement. Il ajoute au tribunal « Je ne veux pas prolonger, ne fût-ce que quelques heures la détention de cette malheureuse. » Puis, pour être certain de mettre les jurys de son côté et achever la procédure en cours, il fait venir le docteur Thoineau, le professeur Thoineau. Celui-ci dira juste quelques mots. « J'ai fait des autopsies, je n'ai rien trouvé, rien. La science ne peut pas vous dire comment sont morts ces enfants, mais tout démontre qu'ils sont morts naturellement et que l'accusée est innocente. » À partir de ce moment, la science a parlé. Suite à cela, l'avocat général abandonnera les charges contre Jeanne Weber et le jury, en moins de 10 minutes, apportera un verdict négatif. Jeanne Weber sera libérée immédiatement. On pourrait imaginer après tout cela que la Jeanne se tienne tranquille, qu'on n'entende plus parler d'elle.
Mais la soif de mort l'appelle, et elle ne peut résister comme vous allez le voir. Et la foule, elle se met à l'aimer, à la prendre en pitié. Les gens lui écrivent. Certains lui proposent même du travail pour venir garder leurs enfants. Et pourtant, elle doit partir, la Jeanne. Partir loin, quitter la Goutte d'Or. Car si la population croit en son innocence, il n'en est pas de même dans son quartier. Personne ne la croit innocente. Alors elle reprend son nom de jeune fille, Jeanne Moulinet. Pendant une année entière, elle traîne ici et là avec son nom de jeune fille, mais nombreux la reconnaissent. Jeanne Weber. Un soir où elle n'en peut plus, elle se jette dans la Seine. Et ce sont des mariniers qui vont lui sauver la vie. La mort protège ses alliés. Elle sera ensuite interviewée. Elle dira « Je suis abandonnée de tous, mais je suis courageuse. Dès que je serai rétablie, je partirai en province chercher un emploi. » Effectivement, elle part. Et au hasard du chemin, elle rencontre diverses personnes, dont Bavouzet, Sylvain Bavouzet, riche fermier qui lui propose du travail. Il aurait bien besoin d'aide et cherche de toute urgence une gouvernante. Il a de l'argent pour la payer, il a de quoi l'héberger et il a des enfants. Oh, un petit peu plus âgés certainement que ceux qu'elle a l'habitude de garder. Il a un garçon de 9 ans, Auguste, Louise, 11 ans, et une autre fille de 16 ans, Germaine. Les premiers jours, Jeanne dissimule son identité. Puis elle racontera tout à son employeur avec une franchise disculpante évidente. Il l'aime bien, ce fermier, et puis il est veuf. Alors il racontera qu'elle est la cousine de sa défunte femme. Personne n'osera poser plus de questions. La voilà donc installée à Villedieu, près de Châteauroux, en ce beau mois de mars 1907. 6 semaines après son arrivée, le 17 avril 1907, Eugène Auguste mourait. La dernière personne à l'avoir approché s'appelait Jeanne Moulinet, sa gouvernante. L'enfant était rentré de l'école la tête lourde avec un peu de fièvre. En l'absence du père, Jeanne avait envoyé la fille aînée chercher le médecin du village voisin. Le docteur ne se déplacera pas. Il va prescrire un médicament que Germaine, la fille aînée, passe prendre à la pharmacie. Jeanne Weber passe la nuit aux côtés d'Auguste, très fiévreux. Au petit matin, le père, Sylvain, vient prendre des nouvelles de son fils et il se trouve que l'enfant va beaucoup mieux. Mais tandis qu'il discute avec son père, il se sent mal et sombre inconscient. Le père se décide alors à aller chercher le médecin, laissant Jeanne en compagnie de son fils et de 2 voisines qui sont venues rendre visite à l'enfant malade. Le témoignage de ces 2 voisines dira que pendant un court moment, Jeanne se trouve seule avec l'enfant et celui-ci décède sans avoir repris connaissance. Le médecin constate le décès et au vu de la congestion du visage et des traces visibles sur le cou, se rend à la mairie. Il va voir l'adjoint au maire et lui déclare avoir vu des marques noires sur le corps de l'enfant et des traces de strangulation sur le cou de ce dernier. L'adjoint au maire avertit le procureur se déplace très rapidement et le médecin réitère ses affirmations. Aussitôt, ce dernier demande une autopsie et l'autopsie révélera un décès par méningée compliquée, autrement dit une méningite, et donc le permis d'inhumer est délivré. L'affaire aurait pu en rester là, c'était sans compter un coup du destin. Le 19 avril 1907, 2 jours après le drame, la fille aînée de Sylvain Bavouzet, Germaine, se rend à la gendarmerie. Elle tient dans sa main un vieux numéro du Parisien, un journal qui traînait sur la pile de journaux conservés pour allumer le feu, tout simplement. Et ce dernier possède une histoire ahurissante, l'histoire de Jeanne Weber, accusée d'avoir tué 3 de ses nièces et soupçonnée d'avoir voulu assassiner un de ses neveux. Le tout est également accompagné d'un dessin où l'on peut reconnaître parfaitement les traits du visage de Jeanne Weber. Elle dit aux gendarmes qu'elle pense que la Jeanne est chez elle et qu'elle ait bien peur qu'elle ait étranglé son frère et qu'elle-même craint pour sa propre vie. Les gendarmes se rendent à la ferme et là, elle n'est plus là, la fameuse Jeanne Moulinet, peut-être la Jeanne Weber. Elle a disparu. On recontacte le procureur, un juge d'instruction, monsieur Bello, est saisi du dossier et il demande une nouvelle autopsie judiciaire. L'autopsie judiciaire sera réalisée par 2 médecins, le docteur Bruno, ancien interne des hôpitaux de Paris, et le docteur Audiat de Châteauroux.
Ils feront un rapport qui dit en résumé qu'il est difficile d'avoir une conviction absolue, mais qu'il leur paraît très probable que l'enfant soit mort étouffé. Quelques jours plus tard, se rend à la gendarmerie Jeanne Weber. Elle prétextera une fuite par crainte de représailles. Le procureur se rend sur place, mais dans les gendarmeries de village, il n'y a pas beaucoup de place et surtout pas de bureau. On décide donc d'attribuer un bureau à la mairie. Le procureur y va et on transfère Weber dans le bureau du procureur, le nouveau bureau à la mairie. Il posera une multitude de questions, mais n'aura qu'une seule et unique réponse de la part de Jeanne Weber. Je n'ai rien à me reprocher. Sur la place de la mairie, de nombreux paysans se sont rejoints, la colère monte. À mort l'étrangleuse! C'est donc avec une sécurité maximale qu'elle est transférée de la mairie à une ferme voisine secrètement, où elle sera cachée pendant 24 heures avant d'être transférée à la prison de Châteauroux. À peine arrivée dans sa cellule, elle écrit à son ancien avocat, maître Henri Robert, « Maître, voulez-vous me défendre ?» Mais bien sûr qu'il va la défendre, et ce dernier commence par émettre des doutes sur la qualité des médecins de campagne, propose l'aide d'un expert mondial, le professeur Thoineau. Oui, vous ne rêvez pas, le même professeur qui avait aidé à la faire acquitter lors de son premier procès. Convaincu de la culpabilité de Weber, le juge d'instruction proteste et transmet simplement un rapport préliminaire au professeur Thoineau, qui, sans surprise, déclare que les médecins sont incompétents. L'avocat demande donc une contre-autopsie. Contraint et forcé, le juge accepte. Évidemment, le professeur Thoineau fournira un rapport indiquant qu'en aucun cas l'enfant n'est décédé de strangulation, mais de maladie, une typhoïde ambulatoire. Il faut dire que si la strangulation avait été réelle et qu'il avait fait un rapport où il aurait reconnu cette dernière, ça l'aurait conduit à dire qu'il s'était trompé la première fois. Ça peut être difficile, on l'imagine. Ça prend un peu de temps tout ça. Mais c'est comme ça que le 6 janvier 1908, la Chambre des accusations rend un non-lieu à l'encontre de Jeanne Weber et ordonne sa libération immédiate. À sa sortie de prison, Jeanne n'est plus qu'une épave. C'est du moins ce qu'indique le Petit Parisien du 10 mai 1908 et ce qu'indiquent globalement les rapports des médecins qui l'ont vue avant de sortir de prison. Elle n'a nulle part où aller, elle commence à mener une vie d'errance, avec aussi un peu de prostitution pour se nourrir. Et sa gentillesse, toujours aussi présente, fait que M. Bonjean, qui est juge au tribunal de la Seine, président de l'œuvre d'Orgeville, la prend en pitié. Il la place dans l'abbaye de Pongobold, où elle restera 1 mois sous le nom de Marie Lemoine, puis elle décidera de partir. Il y aura d'autres portes ouvertes, comme par exemple cette teinturière de la rue de la Baume, Madame Ferrand, qui lui fournit un travail et un logement, mais là aussi elle partira pour une vie de solitude et de misère. Cette misère va lui peser énormément, puisqu'elle ira jusqu'à avouer le crime de sa nièce à un juge. Elle se rend volontairement chez ce juge, prétendant vouloir être internée car sans ressources. Le juge lui précisa qu'elle avait été jugée et acquittée pour cette affaire, et qu'elle pouvait avouer tout ce qu'elle voulait. Elle ne pourrait plus être jugée pour la même affaire. Le juge retiendra un simple délit de vagabondage et la fera tout de même interner sous les bons soins du docteur Legras, qui la juge irresponsable de tous ses actes avant son admission dans son hôpital. Oh, mais rassurez-vous, c'est un hôpital de bonne réputation, où elle pouvait circuler librement, consommer de l'alcool avec modération, un verre par repas, se reposer à l'ombre et aux frais de l'État. Le rapport du docteur Legras, quelques mois plus tard, souligne la non-dangerosité de Jeanne Weber. Elle bénéficie d'un non-lieu, plus rien ni personne ne peut plus la poursuivre. Je me permettrai de mettre en doute le rapport du docteur Legras, sachant que 4 mois après sa sortie de prison, le 9 mai 1908, à Commercy, elle loua avec un ami, qu'elle faisait passer pour son époux d'ailleurs, une chambre dans une auberge crasseuse tenue par monsieur et madame Poirot. Ils ont un fils, monsieur et madame Poirot, Marcel, 6 ans. Jeanne, que personne ne connaît, profite du fait que son compagnon travaille la nuit pour prétendre ne pas aimer dormir seul. Sa douceur, ses regards bienfaisants sur les enfants, lui permettent de demander au couple Poirot que l'enfant vienne dormir avec elle dans sa chambre. La chambre est située dans le même couloir que celle des parents, monsieur et madame Poirot,
Et les parents, sans méfiance, acceptent. Souvenons-nous que l'époque est complètement différente. Vers 22h30, Madame Guirlet, propriétaire des murs et femme âgée, entend des bruits d'enfants qui gémissent, des objets qui tombent, puis plus rien, plus de bruit. Elle hésite longuement à aller déranger la famille Poirot. Elle retourne se coucher, mais ça la travaille. Elle n'a pas rêvé, et si quelque chose s'était passé? Tant pis si elle dérange pour rien, elle se décide d'y aller. Elle explique aux parents ce qu'elle a entendu, et elle n'a pas le temps de finir ses phrases que le père se rue dans la chambre de Jeanne Weber. Il y trouve Jeanne Weber endormie à côté du jeune Marcel, gisant, étranglé. L'enfant est couvert de sang, sa langue a été arrachée. Je vous passe les autres détails. Pour ne pas être vue, Jeanne Weber avait collé des journaux sur les vitres de sa chambre. Prise en flagrant délit, mais hébétée à la voir le crime, dont l'arme était 3 mouchoirs noués entre eux. Elle a sectionné la langue de l'enfant avec ses dents. Le monstre était alors âgé de 35 ans. Elle sera incarcérée, puis reconnue folle et internée. Elle s'évadera du premier asile, mais l'histoire ne relate pas de crime dans sa période d'évasion. Laissez-moi vous rajouter encore, toujours plus d'informations sur ce monstre. Il y a eu diverses histoires, diverses plaintes qui n'ont pas été citées dans ce récit, mais que l'on retrouve dans les archives de justice et certaines presses spécialisées. Un exemple parmi d'autres, un jour son époux Jean rentre à la maison, beaucoup plus tôt que d'habitude, et il trouve dans son lit un homme allongé, dans un état comateux. C'était un peintre en bâtiment que le mari avait déjà croisé. Il rénovait le bâtiment voisin. Le corps de l'homme disposait de nombreuses brûlures graves, et Jeanne prétexta qu'il était rentré chez eux ivre et s'était allongé sur le lit. Pour pas qu'il n'ait froid, elle mit des fers chauds, et ça se faisait à l'époque, à proximité de l'homme qui, dans son ivresse, se serait brûlé. Plus tard, l'homme donna une version totalement différente des faits. Il dit que Jeanne Weber l'aurait attiré chez elle et, dans une boisson, lui aurait mis un toxique le rendant incapable de bouger. Alors elle se mit à le brûler, d'abord sur les jambes, puis serait passée à l'abdomen, juste avant que son mari ne rentre. Cet homme s'appelait Pierre Cambefort et son dossier fut classé sans suite par la justice. Rappelons-le, à l'époque, cette dernière ne disposait pas des technologies et possibilités d'investigation d'aujourd'hui. Il essaya bien le juge d'instruction Belot. Malgré l'avis des médecins, il a poursuivi sans répit pour 2 nouvelles affaires. D'abord pour celle de M. Poyatos, qu'il accuse d'avoir étouffé sa fille Marcel 5 ans auparavant. Puis il y a eu M. Alexandre, qui affirme que Jeanne Weber avait assassiné sa nièce, Lucie, en 1902. Et, a priori, le juge a assez d'éléments pour la faire juger, condamnée pour ces 2 affaires. Évidemment, Jeanne, interrogée, a nié les faits. Aucune, vous m'entendez bien, aucune poursuite ne sera plus engagée à l'encontre de Jeanne Weber. On l'a simplement internée, et comme elle n'était pas agressive, elle circulait librement, profitait des jardins et des bons repas, jusqu'au 5 juillet 1918, date où elle décédera d'une crise de néphrite. Cette histoire était ma première, la première sur les histoires criminelles, et croyez-moi, ce n'est certainement pas la plus simple pour commencer. L'histoire en elle-même est difficile, insupportable. J'ai failli abandonner à maintes reprises. Les assassinats d'enfants, ce sont des faits atroces et j'ai bien eu du mal à poursuivre cette vidéo. L'enquête, elle, a été très complexe. Il y a différents mélanges dans tous les documents, les noms, les dates, les rapports. Je n'ai donc conservé que la ligne conductrice. Je crois que c'est suffisant, non ? N'hésitez pas à me laisser votre ressenti en commentaire. Merci encore d'avoir regardé. Au revoir.